Bonjour, voilà, conséquence du confinement, je suis amené à traduire mes cours sous forme de vidéo. Alors on va essayer, je ne garantis pas le résultat, mais c'est parti. Claude Monet a composé un jardin pour nourrir ses peintures impressionnistes. William Christie a composé un jardin italien pour sublimer sa musique baroque. Alors, la question est-ce que la composition d'une musique, d'une peinture ou d'un jardin ne procède pas finalement des mêmes règles? Un siècle trop tard, nous ne pourrons pas poser la question à Claude Monet, dont la virtuosité de peintre n'avait rien à envier à ses compétences de paysagiste. En revanche, j'ai posé la question à William Christie, qui m'a simplement et modestement répondu: vous le savez comme moi, avec son accent américain bien sûr. Alors vous l'avez compris, les lois de composition du jardin sont pour la plupart universelles, ne s'appliquent pas qu'au jardin. Qu'il s'agisse d'une composition classique, romantique ou moderne, le créateur de jardin utilise ces règles pour structurer et donner de la force à sa composition. Alors utilisées à bon escient, ces règles vont nous permettre de composer avec harmonie des espaces propices à la sérénité et au calme, ou bien au contraire, mobiliser des contrastes pour dynamiser l'espace. C'est vrai, nous parlons de règles, mais en réalité, il n'y a pas vraiment d'interdit, simplement des dissonances, comme en musique, à éviter. La connaissance des lois de composition permet donc de structurer une conception avec des variations, une tonalité, un rythme, des contrastes, de l'harmonie, autant de points importants que je vous propose de décliner dès à présent. L'unité d'abord. L'unité s'apprécie généralement à l'échelle de l'ensemble du jardin. Le principe est que tous les éléments qui composent l'aménagement doivent avoir un lien entre eux. Finalement, c'est assez simple. Alors, pour garantir l'unité, c'est-à-dire la cohérence de l'ensemble, je vous propose de retenir 5 points de vigilance. 1. Le respect du parti d'aménagement, c'est-à-dire l'idée de départ, le style initial qui guide la composition. Deuxièmement, l'ordonnancement à partir de la tête de composition. La tête de composition qui est généralement l'habitat ou à défaut des éléments structurants du jardin. Fontaine, kiosque, bassin, fabrique, etc. Mon troisième, c'est l'homogénéité des matériaux qui devront s'identifier à ceux de la tête de composition. Et enfin, l'accord avec le site environnant. Naturellement, en limite de propriété, la végétation doit avoir l'humilité de s'harmoniser avec son environnement. L'exotisme se limitera donc à des espaces circonscrits, sauf si évidemment c'est le thème principal du jardin. Et puis, j'allais l'oublier, éviter l'anachronisme des matériaux. Voilà. Surtout dans les jardins historiques. Le respect de tous ces principes donne de la cohérence et de la lisibilité au jardin. Toutefois, l'unité à elle seule ne peut pas garantir la réussite d'une composition attrayante. C'est là qu'intervient une deuxième règle, je veux parler des variations. Alors les variations, c'est un peu comme pour un thème musical. La composition du jardin consiste à décliner des variations, des tonalités différentes selon les espaces afin d'éviter la monotonie. On peut par exemple mettre en scène des espaces avec différentes ambiances qui, elles, seront articulées selon le principe de la découverte progressive. Dans les régions tempérées, un jardin vivant devrait être un jardin avec du végétal qui exprime le temps phénologique, c'est-à-dire le rythme des saisons. C'est déjà une variation. Et ce n'est pas le hasard si les jardins à visée thérapeutique des établissements hospitaliers ne dérogent pas à ces principes. Une exception, cependant, ce sont les jardins quasi minéraux, tels que les jardins zen, qui sont des espaces religieux propices à la méditation, et donc naturellement ce sont des exceptions légitimes. Le troisième point, c'est l'échelle. Pour parler d'échelle, je vais commencer par vous demander si vous avez eu l'occasion de retourner dans l'école primaire que vous aviez côtoyée petit. Généralement, cette expérience illustre assez bien la notion d'échelle que l'on définit comme étant les dimensions d'un espace et de ses équipements par rapport à là où les personnes susceptibles de les utiliser. L'échelle du jardin varie en fonction de plusieurs éléments. D'abord, le nombre d'individus qui sont appelés à fréquenter l'espace, de l'âge des individus, du temps accordé, bien naturellement, aux spectateurs, et puis le but recherché par le créateur, notamment dans le cas des échelles monumentales. L'échelle est donc en rapport avec la taille de l'homme. Et c'est pas un hasard si on utilise encore les pieds, les pouces dans de nombreux domaines, en parallèle du système métrique. On retiendra 3 échelles. La première, c'est l'échelle de l'enfant. L'échelle de l'enfant procure une meilleure ergonomie de l'espace, mais aussi une réconfortante impression de sécurité, notamment dans les espaces de jeu, qui en général ces espaces de jeu sont hiérarchisés selon les âges. L'échelle collective, c'est celle des espaces publics et aussi des espaces privés qui sont destinés à recevoir du public, avec des dimensions qui varient selon les besoins et selon la fréquentation. L'échelle monumentale, elle est utilisée par son créateur en général pour donner à son œuvre une expression de puissance.
Les exemples contemporains sont peu nombreux pour évoquer l'échelle monumentale. On pense naturellement au château du champ de bataille en Normandie, mais surtout au modèle universel qui a été copié à son époque dans toutes les cours d'Europe, au point de devenir classique. Je veux bien entendu parler des jardins dessinés par André Le Nôtre à Versailles pour Louis XIV. Alors à Versailles, la monumentalité souligne la puissance du souverain, à des fins politiques évidemment. Autrement dit, la guerre des arts se substitue à l'art de la guerre. Alors, l'échelle de circulation consiste à considérer qu'un passage très lent, ou bien la pause déjeuner sur un banc, eh bien, invite à considérer avec minutie la subtilité des aménagements, tandis que l'accompagnement végétal d'une voie rapide incitera à ne pas planter en isolé, mais plutôt des séquences de quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Il nous reste à traiter des ruptures et des transitions d'échelle. Alors, le sentiment d'écrasement, de domination au pied d'un mur ou d'un bâtiment de grande taille souligne une rupture d'échelle. Et donc, pour éviter cet écueil, le paysagiste interpose des éléments de transition, généralement au moyen de la végétation, mais pas seulement. On peut évoquer une pergola, par exemple. C'est ce qu'on appelle une transition d'échelle. En résumé, mieux vaut détacher la terrasse de la maison, ménager une transition d'échelle végétale pour éviter le sentiment d'écrasement que je viens de décrire. Le quatrième point, ce sont les proportions. Alors, les proportions, c'est la relation existante entre les éléments de la composition et l'ensemble, qui doit être visuellement agréable. Nous devons la théorie mathématique de la divine proportion au mathématicien Vitruve, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Léonard de Vinci s'est inspiré de ce texte, 1500 ans plus tard, pour peindre les proportions du corps humain selon Vitruve. Cette théorie est toujours d'actualité dans le design, dans les objets contemporains. Difficile d'évoquer cette théorie sans aller plus loin dans le nombre d'or qui s'applique sur des surfaces comme pour des distances, et qui est toujours usité. Le principe est simple, je divise un ensemble en deux parties, et bien le rapport de proportion de la petite partie par rapport à la grande partie sera égal au rapport de proportion de la grande partie par rapport à l'ensemble. Revenons à Vitruve et à Léonard de Vinci. Concernant le corps humain, bien la longueur du bras divisé par le nombre d'heures permet de situer la position du coude. Par ailleurs, la hauteur de l'individu divisé par le nombre d'heures permet de situer la position du nombril. Alors, le nombre d'heures est obtenu par la formule racine carrée de 5 plus 1 que l'on divise par 2. Je vous affiche ici cette formule. On obtient donc une décimale, on obtient donc 1,618 et quelques décimales. Les exemples d'application sont foisonnants dans l'histoire de l'architecture et de la peinture, jusque dans le monde contemporain, notamment le rapport de proportion des écrans de télévision ou de téléphone qui s'inspirent de ces proportions idéales et qui sont également les proportions naturelles du champ visuel humain, pourvu qu'on filme avec son téléphone horizontalement. De leur côté, agissant avec la nature, les paysagistes ont naturellement simplifié cette règle pour retenir le rapport d'un tiers, deux tiers. En 1876, Édouard André préconise dans son ouvrage Parc et jardin de planter un tiers de conifères pour deux tiers de feuillus. On pourrait aussi retenir l'idée de un tiers de surface horizontale, gazon, miroir d'eau, bassin, pour deux tiers de surface plantée verticale. On en arrive au quatrième point, harmonie et contraste. Alors, harmoniser, c'est l'art de relier agréablement les extrêmes. Au contraire, passer directement d'un extrême à l'autre forme un contraste. Je prends pour exemple le contraste de forme, de couleur, de texture, qui ont généralement des effets dynamisants, au contraire de l'harmonie qui, elle, apaise. Alors attention, les contrastes peuvent lasser et, comme tous les effets, s'annuler par dilution s'ils sont trop employés. Il est difficile d'évoquer l'harmonie sans évoquer la célèbre paysagiste Gertrude Jekyll. Gertrude Jekyll, paysagiste, botaniste, mais aussi peintre, photographe, c'est une experte de la couleur et de l'harmonie. Pour mieux vous expliquer, prenons le cercle chromatique. Alors le cercle chromatique, je vous l'affiche ici. Il en existe différents types, mais les principes qui nous intéressent restent les mêmes. Nous avons des couleurs qui sont disposées autour de ce cercle. D'un côté, nous avons les couleurs chaudes, rouge, orange, jaune, et de l'autre côté, les couleurs froides, vert, bleu, indigo. Alors, proches les unes des autres, les couleurs décrivent un nuancier qui permet de décliner des harmonies. Et vous l'aurez compris, diamétralement opposées, les couleurs s'opposent et forment des contrastes. Puisque je vous parle de l'Anjou, on va évoquer en aparté la classification physico-chimique de la couleur pigmentaire que l'on doit à Langevin Chevreul, qui aurait influencé Delacroix, plus tard les impressionnistes et d'autres mouvements picturaux ultérieurement. Alors il semble difficilement concevable que les paysagistes du 19e soient restés hermétiques à ces théories, même si leur application initiale était destinée aux manufactures des Gobelins, dirigées à l'époque par Chevreul.
Juste un dernier point à propos de la couleur. Le voile atmosphérique qui atténue les couleurs avec la distance. Eh bien, pour des raisons optiques, on prendra soin de convoquer une palette végétale qui décline plutôt une harmonie de gris au fond du jardin pour renforcer l'impression d'éloignement, comme au fond ici, si vous apercevez un petit peu. Ainsi, au milieu du 19e, le paysagiste André Leroy avait pour habitude de disposer des conifères gris, tels que des cèdres, en ligne de crête des parcs paysagers qu'il composait. J'ai eu la chance, un siècle et demi plus tard, de profiter depuis mon jardin d'une ligne d'horizon où les cèdres de l'Atlas et du Liban d'André Leroy sont toujours présents. Rythme et dualité, enfin. Alors, rythme et dualité, en architecture comme au jardin, le rythme est obtenu en disposant à intervalles réguliers des éléments identiques. On pense naturellement aux colonnes de l'architecture classique, mais aussi près de Toscane, aux taupières des jardins de Villandry. Le rythme ainsi créé est comparable aux percussions musicales. Alors, un rythme lent sera donné par des éléments volumineux, espacés, comme les taupières du château du Pin en forme de pièces d'échiquier, ou les ifs coniques du château de Pignerol. Un rythme rapide sera produit par des colonnes ou de fins cyprès, élancés, qui seront à intervalles réguliers. Alors, le sentiment induit est variable. À Versailles, les ifs coniques suggèrent l'ordre, la raison, le calme. Au contraire, les platanes des bords de route amplifient l'impression de vitesse. On utilise d'ailleurs ce principe pour induire une sensation de vitesse excessive aux automobilistes à l'entrée des villes. Au jardin, l'effet de rythme doit se limiter à de petites séquences, sous peine d'entraîner de la lassitude. Alors, attention, un rythme souligne une perspective, la met en valeur. Il faut que cela débouche quand même sur un point de vue intéressant. Les possibilités sont nombreuses. Banc Luitens, bassin, vue sur les paysages lointains. Je termine avec la dualité, qui est obtenue en disposant côte à côte deux éléments rigoureusement semblables. On pense naturellement aux statues de lions dans les jardins classiques, aux lanternes des jardins japonais ou aux traditionnels taupières persistants, d'ifs ou de laurier. La dualité peut être utilisée de deux façons. D'une part pour diriger le regard vers un point remarquable du jardin, encadrer une vue pittoresque du paysage environnant, d'autre part pour conduire les pas vers une entrée, accueillir, produire un effet de porte, un peu à la manière du torii japonais. Nous arrivons à mon dernier point qui est la hiérarchisation. Quelles que soient ses dimensions, le jardin est toujours composé de différents espaces. Vous avez remarqué que les fonctions de ces espaces sont codées socialement. Prenons l'exemple du jardin privé, il est culturellement divisé en trois espaces. Tout d'abord l'interface, une sorte d'espace de transition entre l'espace public et la maison, ça correspond au tablinum de la villa romaine. Ça fonctionne d'accueillir, mais aussi de signifier par un portail une dualité, le changement de statut de l'espace. Le soin, le budget porté à l'ornementation est variable selon les aspirations du client, mais dans tous les cas, il faut éviter les aménagements trop démonstratifs qui en général aboutissent immanquablement à un effet vitrine, éventuellement même kitsch. Voué à l'agrément, le cœur du jardin est une zone de vie propice à la convivialité amicale et familiale qui s'articule souvent autour d'une terrasse et de ses équipements de plein air. Ces deux premiers espaces sont généralement les zones les plus coûteuses du jardin. Il s'agit de mettre en valeur la propriété perçue depuis l'espace public, privé, mais de deux façons différentes. Utilitaire, le troisième espace est certainement le moins pittoresque, puisqu'il est généralement hors champ, isolé, non considéré. On y trouve le fil à linge, la cabane de jardin, l'abri pour le bois ou les outils. Dans le schéma classique contemporain, qu'il soit nord-américain ou européen, les dimensions divergent, mais la disposition, les fonctions symboliques convergent. La hiérarchisation consiste à ne pas saupoudrer dans ces trois espaces les végétaux, aménagements minéraux, sculptures, bassins qui forment le jardin. Au contraire, la hiérarchisation consiste à articuler tous ces éléments selon le principe de la découverte progressive. Je dirais que dans la perspective du réchauffement climatique, les jardins pourraient être plus boisés, avec naturellement des petits arbres dans les propriétés de taille modeste et bosquets dans les espaces plus étendus. Bosquet qui vient du bosco, la Renaissance italienne, qui évoque le bois. La symbolique du bosco, c'est la forêt sauvage de la Divine Comédie de Dante. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Alors au-delà de la symbolique, le bois revêt une importance majeure. Il s'agit de procurer de l'ombre, stocker le carbone, tempérer les excès du climat, accueillir la vie faune, retrouver une litière naturelle à la surface du sol qui capte les eaux pluviales. Dans la catégorie des petits arbres, il existe de très nombreux sujets adaptés pour les petits jardins. Je pense au lilas des Indes, à l'arbre de Judée, l'arbousier, le mûrier. Ces arbres qu'on pourrait laisser vivre sans taille et sans ramassage de feuilles nécessitent aucun entretien, aucun arrosage, tout en réduisant les zones de pelouse stériles. L'espace utilitaire des jardins que j'évoquais tout à l'heure pourrait être le lieu d'expérimentation de ce changement. Le rapport à l'arbre, souvent, hélas, est d'abord culturel. Le besoin tenace de maîtriser son développement en hauteur dans les jardins d'agrément révèle la plupart du temps
une erreur technique à la plantation ou peut-être un modèle un peu archaïque. Ça aboutit à des tailles mutilantes, propices aux maladies et aux parasites sur des arbres qui la plupart du temps ne se taillent pas. Je pense notamment au bouleau. Peut-être faut-il induire un changement à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle je terminerai par cette citation de Tom Peters qui disait « Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur ».